Donc on a le plaisir ce soir de recevoir Elena Perrou, franco-russe. Elle a été, mais je ne la présente pas vraiment, je l'ai déjà fait il y a quelques mois, directrice du Centre culturel français à Saint-Pétersbourg. Elle était venue nous parler de son livre, que je vais montrer, Un Russe nommé Poutine. Le sujet de la conférence de ce soir est un peu différent. Où va la Russie de Poutine? D'une manière générale, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que le russe, par nature, est un résistant. L'histoire l'a forgé ainsi. 70 ans de communisme, quelques années de libéralisme où les oligarques sans foi ni loi ont mis le pays en coupe réglée au grand plaisir des Européens et des Américains. Et Poutine, en quelque temps, redresse le pays en s'appuyant sur deux jambes, l'armée et l'Église. Et c'est à peu près le seul chef d'État, d'ailleurs, M. De Villiers l'a signalé, qui se déclare ouvertement chrétien. Et dans son programme, je ne dis pas qu'il est conforme à une vision absolument de l'Église russe, mais tient compte largement des conseils, entre autres du patriarche, et des documents officiels de l'Église russe. Tout le monde sait ce qui s'est passé en Ukraine. Que penser de la Russie de Poutine et d'après Poutine? Peut-elle jouer pour nous, Français de tradition, on est encore des survivants, le rôle que pouvait tenir l'Amérique de Reagan face au bloc communiste? C'est la question que nous, Français nationalistes, nous devons nous poser. À vous, madame. Merci beaucoup. Donc, merci de m'accueillir à nouveau dans votre sympathique compagnie. Avant de répondre à la question, d'essayer d'esquisser plutôt des réponses et surtout des éléments de réflexion pour que vous fassiez un grand bout de chemin, vous aussi, donc où va la Russie de Poutine, je vais peut-être vous dire pourquoi je me suis intéressée à Poutine, parce que je n'ai pas rêvé toute ma vie d'écrire sur Poutine et de passer du temps à comprendre Vladimir Poutine. Il se trouve que avant de diriger l'Institut français de Saint-Pétersbourg, j'ai travaillé pendant 9 ans à l'Élysée au cabinet du président Chirac. Et au cabinet du président Chirac, j'ai eu le privilège de rencontrer Vladimir Poutine à plusieurs reprises en France d'abord, à l'Élysée, ensuite au Kremlin. Et la rencontre avec cet homme, c'était rien de personnel, c'était évidemment dans un cadre officiel à chaque fois, mais cette rencontre m'a frappée. Ensuite, en vivant à Saint-Pétersbourg, entre 2005 et 2008, donc à la tête de l'Institut français, j'ai croisé évidemment un certain nombre de personnalités pétersbourgeoises qui avaient connu Vladimir Poutine dans les années 90, puisque Poutine a été maire adjoint de la ville de Saint-Pétersbourg pendant un bon moment tout au long des années 90, entre 90 et 96, disons pour faire vite. Et il se trouve que à la fin, j'étais déjà rentrée en France et ça devait être notre dernière rencontre, mais nous ne le savions pas à ce moment-là. Il y a un homme qui m'a beaucoup marqué, à qui je dois beaucoup. J'ai eu la chance de croiser sa route à l'Élysée. Cet homme, c'est Jérôme Monod. Et Jérôme Monod, alors très proche ami du président Chirac, patron de Suez, patron de la Datar, un grand serviteur de l'État. Jérôme Monod s'intéressait beaucoup à la fin de sa vie à la Russie et il était en train de lire un très gros livre qui s'appelait, en anglais, pardon, le titre c'est Mr. Putin Operative in the Kremlin. 500 pages, costaud, et il m'a demandé ce que je pensais de ce livre. Donc moi j'avais pris les références, j'allais le commander quand je l'ai reçu dans la boîte aux lettres 3 jours après avec un mot très charmant de Jérôme Monod. Et donc je l'ai lu. 500 pages écrites en anglais par 2 co-auteurs dont je n'ai rien voulu savoir, pour ne pas être influencée par ce que j'apprendrai sur eux. Écrit par des gens qui connaissent la langue russe d'abord. C'est important pour comprendre Poutine et la Russie de connaître la langue russe, parce que sinon on n'a absolument pas accès aux sources et on passe à côté de beaucoup de choses.
Ensuite, on voyait que c'était des universitaires qui avaient travaillé sur la Russie, mais une chose m'a frappée, c'est que sur 500 pages, il n'y avait pas une seule fois le nom de Jacques Chirac. Le seul nom français, c'était celui d'Hélène Carrère-d'Ancos. La France était pratiquement absente de ces 500 pages. Et l'Europe n'était vue que par le prisme allemand. Ça en dit long sur la manière dont certains peuvent nous voir. Il se trouve que les deux co-auteurs sont Fiona Hill et Clifford Gaddy. Fiona Hill, c'est une Anglaise devenue américaine qui est l'actuelle conseillère de Trump sur la Russie. Et Clifford Gaddy est un universitaire américain. Tous deux travaillent au sein d'un think tank à Washington, proche du Parti républicain, Brookings Institution. Donc, voilà la parenthèse. Et en réalité, je devais une réponse à Jérôme Monod, et donc je me suis intéressée de près à la personnalité de Poutine, en partant vraiment d'une feuille blanche, en essayant de comprendre ce qu'il avait fait sur le plan intérieur comme sur le plan international, pour essayer moi-même. J'avais des pièces du puzzle, mais très honnêtement, je n'avais pas d'a priori ni positif ni négatif, si ce n'est que je voyais bien avec quel taux de participation et de succès il était réélu à chaque fois. Et je voyais bien aussi que mes amis pétersbourgeois de l'époque 2005-2008, qui étaient tous très pro-occidentaux, très européanophiles, n'étaient pas très pro-Poutine dans ces années-là, 2005-2008, et pourtant ils ont tous voté Poutine, ou s'apprêtaient tous à voter Poutine aux dernières élections. Et vous savez qu'aux dernières élections, il a été réélu avec un score de maréchal, j'allais dire soviétique, 76,7% je crois, dès le premier tour, c'était plié. Et donc, pour essayer de comprendre où va ce pays, je vous propose d'abord de comprendre d'où il vient. Et ensuite de regarder ce qui a été fait sur le plan intérieur, national, ce qui a été fait par Poutine sur le plan international, et essayer d'esquisser ce que sera la Russie après Poutine, car Poutine, même s'il a beaucoup de qualités, il n'est pas éternel, et ce mandat est en principe, d'après la constitution russe, son dernier mandat. Alors pour comprendre où va la Russie de Poutine, il faut comprendre d'où elle vient. Poutine est né en 1952. Il est né quelques mois avant la mort de Staline, et quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la fin du blocus de Leningrad. On en reparlera tout à l'heure de ce blocus. C'est important d'avoir ces éléments à l'esprit. Donc c'est un homme qui est né, on peut dire sous Staline, dans l'époque soviétique, la plus soviétique, qui a été formé à l'époque de la guerre froide. Il est rentré au KGB en 1975. 1975, c'était une période où l'Est et l'Ouest ne s'entendaient pas beaucoup. Et il a pris le virage des années 90, où en effet la Russie s'est ouverte, mais de manière très rapide, sans doute avec beaucoup de maladresse, sans doute avec beaucoup d'arrière-pensée côté occidental. Mais c'était un bateau qui naviguait, et ça Poutine le dit, Yeltsin le disait, sans boussole à ce moment-là. Si vous voulez, il fallait tout inventer, il n'y avait pas de modèle à imiter. Et puis le tournant des années 2000, qu'il soit président ou Premier ministre, il a été Premier ministre, vous savez, entre 2008 et 2012, mais enfin, il était un peu plus que Premier ministre. Depuis 2000, il dirige, c'est clairement lui qui dirige le pays. Donc ça veut dire que lui-même a été témoin de changements géopolitiques très importants au sein même de son pays, c'est-à-dire la chute de l'URSS, et quand on lui demande ça en 2000, quand on lui demande ça dans les années 90, quand on lui demande ça en 2010 ou même maintenant, quand on lui dit quel a été pour vous l'événement le plus important de l'histoire de notre pays, il dit toujours la même chose, c'est la chute de l'URSS. Mais il ne faut pas du tout comprendre cette réponse comme une nostalgie vis-à-vis de l'Union soviétique. La première des missions que Poutine s'est donnée, c'est vraiment de réconcilier les Russes avec leur histoire. Les Russes avec leur histoire, dans une histoire, encore une fois, lui, il a vécu une histoire très mouvementée, mais quand on élargit cette histoire au XXe siècle, ses parents sont nés en 1911 tous les deux. Donc par la mémoire de ses parents, on peut dire qu'il a traversé le XXe siècle. Quand vous pensez à la révolution de 1917, quand vous pensez ensuite à la Première Guerre mondiale, à la révolution de 17, à la guerre civile de 17 à 22, la Deuxième Guerre mondiale que les Russes appellent, vous savez, la Grande Guerre patriotique, et qui a vraiment une résonance très particulière
encore aujourd'hui, encore pour des générations qui sont les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de ceux qui ont vaincu, ça reste extrêmement important. Les millions de morts, enfin les morts russes au sein du pays se comptent par dizaines de millions. Et je passe sous silence les répressions de Staline qui ont été dans les années 30 terribles également. Donc une histoire extrêmement mouvementée, la chute de l'URSS qui a 110 ans en 91 et un nouveau pays qui invente sa voie depuis 91. Avec une histoire aussi morcelée. Poutine dit toujours la Russie n'a pas commencé en 1991, elle n'a pas commencé en 1917, la Russie a une histoire millénaire. Et il faut bien comprendre que le premier de ses soucis, c'est cette continuité historique et que les Russes d'aujourd'hui comprennent que leurs racines spirituelles, culturelles sont extrêmement profondes. Alors la Russie, pour faire court, une histoire très longue, dans l'esprit de Poutine, et Poutine est vraiment quelqu'un qui a l'amour de la géographie de son pays, de l'histoire de son pays. Je n'y étais pas, mais sur le site du Kremlin, on trouve plein d'informations à condition de comprendre le russe. Lors d'une cérémonie de la Société nationale de géographie, il évoquait des peintures rupestres dans un coin reculé de je ne sais plus laquelle des 22 républiques ou des 85 sujets de la Fédération de Russie. Il en parlait vraiment en connaisseur, et c'était des peintures extrêmement anciennes. Si vous voulez, cette profondeur des racines, il insiste toujours là-dessus. Et la Russie, si vous voulez, pour Poutine, a commencé en gros au IXe siècle avec ce Vareg, ce viking de l'Est, Rurik, qui très vite a établi ce premier embryon d'État russe dans la région de Kiev. Et la Rousse de Kiev, c'est vraiment les racines de l'embryon d'État russe. Et si vous vous souvenez, quand Poutine est venu en mois de mai 2017, donc Emmanuel Macron venait d'être élu, il est venu pour inaugurer avec Emmanuel Macron la très belle exposition à Versailles sur les 300 ans de relations diplomatiques entre la France et la Russie. Si vous vous souvenez de l'interview qu'il a donnée au Figaro, il a dit « Mais vous savez, nos relations sont beaucoup plus anciennes, parce que souvenez-vous, Anne de Kiev avait épousé Henri Ier, roi des Francs, en 1051, je crois. Et Anne de Kiev, pour Poutine, n'est pas du tout une princesse ukrainienne, ça n'a aucun sens. À l'époque, tout ça, c'était un seul et même pays. Donc des racines toujours profondes. Ça, il faut bien avoir cette vision-là à l'esprit. Ça veut dire que devant aussi, Poutine voit loin. Et le temps long pour les Russes n'est pas du tout une anomalie. Alors c'est vrai qu'en 2018, lorsqu'il a été réélu pour la 4e fois, cette élection ne ressemblait pas à une élection ni française ni occidentale. À part Angela Merkel peut-être, aucun chef de gouvernement en l'occurrence ou d'État n'a une longévité aussi importante sous nos climats. Mais Poutine, c'est la partie émergée de l'iceberg. Si vous regardez les mandats de ses ministres, Koudrine, qui a été un très bon ministre des Finances, il a redressé les finances du pays entre 2000 et 2011. C'est un très grand libéral et il reprend du service depuis 2018 en dirigeant la Cour des comptes. Vous avez Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui est en poste depuis 2004. Et imaginez la culture qu'il a et la supériorité en réalité qu'il a sur tous ses homologues qui changent tous les 3, 4, 5 ans. Évidemment, il part avec une longueur, voire plusieurs d'avance par rapport à ses collègues. Dans un secteur que je connais bien, puisque c'est le secteur culturel, des directeurs de musées, de très grands musées russes, dirigent leurs musées depuis les années 90, depuis les années 80. Pour ceux qui connaissent Saint-Pétersbourg, le directeur de l'Ermitage est en poste depuis 1992. Et il a succédé d'ailleurs à son propre père, qui également a été très longuement à la tête de l'Ermitage. Le musée russe, c'est encore plus ancien. Le directeur du musée russe est là depuis 1989. Donc si vous voulez, ce temps long, les Russes l'ont à l'esprit. Ils l'ont à l'esprit pour ce qui est des racines, pour ce qui est du regard derrière eux, et ils l'ont à l'esprit évidemment pour ce qui est devant eux. Ce qui fait que, quand je vous dis que le souci premier de Poutine, ça a été de réconcilier les Russes avec leur histoire, au mois de décembre dernier, il était avec la veuve de Solzhenitsyn pour inaugurer une statue à la mémoire de Solzhenitsyn à l'occasion du centenaire de la naissance d'Alexandre Solzhenitsyn. Il y a quelques années, il a inauguré en plein Moscou un monument à la mémoire des victimes des répressions politiques.
lui l'homme du KGB, mais on reviendra là-dessus parce que le KGB de Poutine, c'est pas du tout le KGB de Staline, et ça Solzhenitsyn lui-même le disait très très bien. Et quand vous regardez les symboles de la Russie actuelle, qui sont des symboles vraiment donnés pour ce qui est de leur intégralité par Poutine, c'est très intéressant de comprendre cette synthèse historique et encore une fois ce souci de réconciliation. Quand je dis symbole, je dis hymne, drapeau et armes, au sens au pluriel, les armes. L'hymne. Alors l'hymne russe, l'hymne d'aujourd'hui, c'est un hymne qui est l'hymne de la Russie depuis l'année 2000, depuis décembre 2000. Poutine est arrivé au pouvoir le 31 décembre 1999. En un an, et ça il s'était promis de le faire, en un an il a redonné un hymne à son pays. Qu'est-ce qui s'est passé dans la décennie 90 ? Avec la chute de l'URSS en 91, évidemment on ne pouvait plus utiliser, Yeltsin ne pouvait pas utiliser l'hymne soviétique. Donc la question de l'hymne, ce n'était pas une question anecdotique du tout. Yeltsin a proposé que la Russie prenne un hymne, c'est très original, un hymne sans paroles. La Russie a choisi à ce moment-là un air de Glinka, qui est un grand compositeur russe du 19e, et il avait un air qui s'appelait chanson patriotique. Et donc cette chanson patriotique a été l'hymne de la première décennie de la Russie moderne, entre 90, 11 et 2000. Et littéralement, j'allais dire, la Russie s'est retrouvée sans voix. C'est-à-dire qu'il y avait une musique, mais il n'y avait pas de paroles. Et en réalité, c'était un pis-aller parce que personne ne se reconnaissait dans cet hymne sans paroles. Poutine, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors il y a eu tout un travail préparatoire. Il a proposé, il y a eu des sondages, il a proposé que les Russes reprennent l'hymne qui leur parlait au cœur, à savoir l'hymne qui avait été composé dans les années 40, certes c'est lié à Staline, mais c'est surtout lié à la Deuxième Guerre mondiale, par un certain Alexandrov. Alexandrov, qui a composé cet hymne, est un homme aussi qui a écrit de la musique orthodoxe. Ça on le sait souvent moins, mais c'est un homme qui n'a pas composé que l'hymne soviétique de l'époque. Et il se trouve que la personne qui avait écrit les paroles de l'hymne soviétique était toujours en vie en 2000, et cet homme, vous ne connaissez peut-être pas lui, mais vous connaissez son fils. Son fils, c'est Nikita Mikhalkov. Mikhalkov, c'est un très grand cinéaste russe. Si vous avez vu Les Yeux Noirs, Le Barbier de Sibérie, vous pouvez regarder Partition inachevée pour un piano mécanique, qui est absolument magnifique. Vous pouvez regarder tous les films de Mikhalkov, vous prendrez un grand plaisir. Il se trouve que son père était un écrivain que les Russes aimaient beaucoup. Il avait écrit les paroles de l'hymne soviétique, lui-même a réécrit, donc 50 ans plus tard, 50, oui, des paroles de l'hymne russe, alors où on parlait de Dieu, où on parlait de la Russie comme une terre sacrée. Donc on était loin du vocabulaire communiste, et les communistes du Parlement se sont d'ailleurs émus. Il y a eu un mini-scandale en décembre 2000 en disant mais comment est-ce que on peut avoir des hymnes, enfin un hymne qui nous parle de Dieu et du sacré. Donc voilà quel est l'hymne de la Russie d'aujourd'hui, une musique certes liée à la période communiste, mais liée surtout à la victoire contre le nazisme, et des paroles qui sont très différentes de ce qu'elles étaient à l'époque. Le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, dans un sens différent d'une autre. Le drapeau était en réalité le drapeau que Pierre le Grand, donc 3 siècles avant nous, la fondation de Saint-Pétersbourg par lui c'est 1703, Pierre le Grand est entre autres choses le père de la marine russe, de la marine militaire mais de la marine commerciale. Et ce drapeau bleu, blanc, rouge était en réalité le drapeau de la marine commerciale. Donc c'est la Russie à la conquête du monde mais de manière pacifique. Donc le drapeau qui a été choisi dans les années 90, ça c'est pas Poutine, hein. c'est Pierre le Grand. Et l'aigle bicéphale, c'est le XVe siècle, au moment où un grand prince de Moscou a épousé Sophie Paléologue, la nièce du dernier empereur de Byzance, tué par les Turcs, Constantin. Ça veut dire que les symboles de la Russie aujourd'hui, vous avez une formidable synthèse entre le XVe, le XVIIIe et le XXe siècle.
on peut réfléchir à la France, avec un regard très français du coup, réfléchir à nos drapeaux, réfléchir à notre hymne, et réfléchir surtout aux références qu'ont nos présidents, quels qu'ils soient, à l'histoire de France. Très rarement, ils vont au-delà de 1789, ou plutôt en deçà de 1789. Et très souvent, d'ailleurs, dans le vocabulaire, moi ça me frappe, dans le vocabulaire politique, ils emploient le mot République plus que le mot de France, comme si la France n'existait pas avant. Poutine, vous le verrez, au Kremlin, s'adresser à des publics différents. Par exemple, j'ai en tête, vous savez, en Russie, on aime bien les fêtes professionnelles. Donc le jour des douaniers, le jour des professeurs, le jour de Poutine, en général, envoie un petit message à ces corps de métiers différents. Eh bien, il peut se mettre devant le portrait de Pierre le Grand, il peut se mettre devant le portrait de Stolypine. Stolypine est un homme auquel il se réfère beaucoup. Stolypine était Premier ministre de Nicolas II et un Premier ministre très réformateur. Alexandre Ier également. Des références, si vous voulez, qui ne sont pas seulement... j'allais dire Yeltsin, il ne se réfère pas beaucoup à Yeltsin, même si entre Yeltsin et lui, il ne faut pas voir. Donc Yeltsin a été président, c'était son prédécesseur, un président presque pendant une décennie avant lui. C'est pas noir et blanc. Noir, ça serait Yeltsin, blanc, Poutine. C'est pas du tout comme ça que Poutine voit les choses. C'était pas le 31 décembre, mais c'était le 27 ou le 28 décembre dernier. Il y avait une grande soirée au Bolchoï pour le Nouvel An. La veuve de Boris Yeltsin était à ses côtés dans la loge d'honneur. Quand le 31 décembre 1999, Yeltsin a passé le relais à Poutine, Yeltsin a dit, et ce discours est très émouvant, ses vœux aux Russes durent 10-11 minutes. Les vœux de Poutine ce jour-là sont beaucoup plus courts et sur un ton beaucoup plus officier, pas très à l'aise. Et Yeltsin, qui était âgé et qui savait qu'il disait au revoir à ses compatriotes, dit « Ce sont des gens plus jeunes, meilleurs que moi, qui vont arriver ». Et il a passé une bonne partie de son intervention à demander pardon pour tout ce qu'il n'a pas réussi à faire pendant ces 9-10 ans de conduite du pays. On est assez loin, je crois, d'un vocabulaire politique occidental et français. Donc si vous voulez, il y a eu vraiment une passation de pouvoir entre les deux. Et ce qui est très intéressant, et ça vous pouvez regarder les images sur internet, vous trouverez très facilement, lorsque Yeltsin s'adressait à son peuple, il y avait toujours un seul drapeau à ses côtés, le drapeau avec l'emblème, enfin les armes de la Russie, c'est-à-dire le drapeau bleu, enfin je dis bleu, blanc, rouge, avec l'aigle bicéphale et Saint-Georges durant le dragon, terrassant le dragon. Poutine a toujours deux drapeaux, et c'est important. Il a ce drapeau-là, hérité de Yeltsin, le drapeau du président, et il a toujours un drapeau de l'autre côté, tout simple, simplement avec les trois couleurs. Pour dire quoi ? Pour dire « je suis comme vous, je suis l'un des vôtres, je suis un fils du pays ». Et il faut savoir qu'il vient lui-même d'une famille très modeste, ses parents étaient ouvriers tous les deux. C'est pas un fils d'apparatchik, c'est quelqu'un qui a connu les appartements communautaires jusque assez tard dans sa vie d'étudiant. Et un appartement communautaire, lui en l'occurrence, c'était une pièce de 20 mètres carrés avec 2 fenêtres. On voit encore très facilement aujourd'hui où habitaient ses parents et où il a vécu toute sa jeunesse. Il n'y a pas de plaque, on peut aller voir très facilement, ça n'avait rien de prestigieux. Donc c'est important ce rapport de président et en même temps un parmi d'autres. Primus inter pares. Et quand vous voyez ces interventions encore maintenant, donc 18 ans après, vous avez peut-être en tête son intervention du 1er mars 2018 lorsqu'il a, entre autres choses, ce qui a marqué les journalistes occidentaux, exposé les nouvelles armes dont s'est dotée la Russie. Là, vous le voyez en tant que président face aux parlementaires et à tous les corps constitués réunis. Le lendemain, il était en province avec des journalistes de la presse régionale assis en cercle, vraiment primus inter pares. Il ne se distinguait absolument pas de toutes les personnes qui l'entouraient. Donc il joue beaucoup sur ces deux images et encore aujourd'hui il arrive à dire, les Russes arrivent à le percevoir comme ça, comme un Russe entre guillemets ordinaire. Et c'est important pour comprendre son positionnement et pour comprendre pourquoi aussi il semble avoir du monde derrière lui. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire.
si on regarde encore un petit peu dans le rétroviseur pour voir d'où vient la Russie, pour comprendre où elle va, il y a deux moments historiques qui comptent particulièrement aux yeux des Russes d'aujourd'hui et aux yeux de Poutine en particulier, et sur lesquels il met vraiment l'accent. Ces deux moments, vous allez peut-être le deviner, c'est la Deuxième Guerre mondiale et c'est les années 90. La Deuxième Guerre mondiale, Poutine ne l'a pas connue. Je vous répète, il est né en octobre 52, mais il est né dans une ville qui a été assiégée pendant 872 jours exactement. Bon, on parle en général des 900 jours du blocus de Leningrad, entre septembre 41 et janvier 44. Il se trouve que la levée du blocus, c'était le 27 janvier 44. Eh bien, vous pouvez regarder, vous allez sur le site du Kremlin, kremlin.ru, regardez ce qui s'est passé le 27 janvier, c'était hier. Regardez les images, regardez, en plus c'était le 75e anniversaire, donc ça a pris une solennité particulière, mais tous les ans, ce 27 janvier à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait Leningrad, c'est une journée vraiment, vraiment, vraiment particulière. Et il faut comprendre que, évidemment, nous, avec un regard occidental, quand on pense Deuxième Guerre mondiale, URSS, on pense à Stalingrad. On ne pense pas du tout à Leningrad. Leningrad, si vous voulez, les Russes eux-mêmes, ils ont tellement souffert. Faut imaginer qu'avant le blocus, la ville comptait 2,5 millions d'habitants, 600 000 après le blocus. Pour ceux d'entre vous qui connaissez Saint-Pétersbourg, vous avez peut-être vu le cimetière terrible de Piskarevsk, où un frère d'ailleurs de Poutine est enterré, mais il a appris très récemment que son frère se trouvait dans la fosse commune des civils morts en 1943, je crois, il devait avoir 3 ans à ce moment-là. Poutine a eu 2 frères qu'il n'a jamais connus. L'un est né et mort avant la Deuxième Guerre mondiale et l'autre est mort donc en 1943. Et ses parents n'ont jamais su ce qu'était devenu leur fils. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de monument grandiose à la mémoire du blocus. Et le grand projet muséal de Saint-Pétersbourg aujourd'hui, c'est un musée du blocus de Leningrad. Et c'est le projet sur lequel travaillent les autorités de la ville actuellement. Et pour la célébration du dernier anniversaire rond de la Deuxième Guerre mondiale, ça sera donc en 2020, il y a tout un comité qui se réunit régulièrement. Là, la dernière réunion, c'était la 40e réunion. Moi, je suis ça sur le site du Kremlin, tout est accessible, malheureusement en russe, ça n'est pas traduit en français, en anglais, mais c'est très impressionnant de voir ces réunions au Kremlin où il y a une 40aine de participants, des militaires, des gens de la culture, des gens très très divers, et comment ils se préparent à célébrer cet anniversaire rond, donc 2020, ça fera combien mais ça fera de 1945 à 2020. Bon, voilà, ça sera un événement grandiose. Pour ceux qui ont connu le 9 mai, puisque vous savez que les Russes ont vaincu les nazis un 9 mai, enfin la fin de la guerre c'est le 9 mai, l'armistice c'est le 9 mai pour eux. Les parades militaires sont grandioses, la liesse populaire est grandiose, et Poutine a introduit, il a donné le mouvement, mais ça a vraiment pris dans la société. Vous avez sans doute entendu parler de ce bataillon immortel, Besmertny Polk pour les russophones parmi vous. C'est un défilé qui prend une ampleur extraordinaire. La dernière fois à Moscou, il y avait plus d'1 million de personnes dans les rues. C'est très impressionnant. Donc, ils défilent avec les portraits de leurs ancêtres civils ou militaires qui ont pris part au combat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une marche qui traverse les frontières. Il y a eu ces dernières années un embryon de marche, alors le 9 mai à Paris, mais vous avez ça dans différentes villes du monde maintenant. Donc cette Deuxième Guerre mondiale, il faut vraiment comprendre que pour les Russes, c'est un traumatisme et c'est une référence encore aujourd'hui très très présente dans les esprits, y compris des gens très jeunes, y compris de ma génération, de la génération suivante, des gens qui n'ont pas connu. Le souci pour Poutine, c'est de faire en sorte que ce qui est de l'histoire pour les uns soit un souvenir personnel
pour chacun des Russes d'aujourd'hui. D'où ce rapport à chacun des ancêtres, parce que tous les Russes ont dans leur famille quelqu'un qui, mais si on réfléchit bien, nous aussi, en France, on a tous quelqu'un qui. Alors il y a eu ce mouvement en France autour de la Première Guerre mondiale et du centenaire de la Première Guerre mondiale. Imaginez que les Russes ont été touchés par la Deuxième Guerre mondiale, au moins autant que nous par la Première Guerre mondiale, avec cette proximité historique évidemment plus forte. On parle quand même d'une trentaine de millions de morts russes, civils et militaires, pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est un moment important. Le deuxième moment historique important, c'est les années 90. Les années 90, ça a été une ouverture sauvage des frontières de la Russie, une chute brutale du régime communiste, de l'économie socialiste et une entrée très brutale de l'économie de marché dans le paysage russe, et avec l'économie de marché, la démocratie. Alors il y a un événement dont souvent en Occident on ne se souvient pas bien, mais les Russes ça les a marqués et Poutine ça l'a beaucoup marqué. C'est octobre 93. Octobre 93 à Moscou, ça a été l'événement le plus sanglant à Moscou depuis la révolution de 1917. C'était un moment, vous vous souvenez peut-être des images, quand Yeltsin a fait tirer sur le Parlement. Il y avait des tanks à Moscou, vous vous souvenez du putsch de 91, ça a marqué les esprits, mais moins qu'octobre 93, parce qu'il y a eu des morts civiles, et des morts civiles qui se comptaient, on le sait aujourd'hui, les chiffres officiels avaient été minimisés à l'époque, qui se comptaient, c'était un nombre à 4 chiffres. Et donc le fait que Poutine, à 31 ans, ait été témoin, lui était à Saint-Pétersbourg à ce moment-là, mais c'est quelque chose qu'il a vu, d'une pseudo-guerre civile entre le Kremlin et le Parlement, entre les libéraux et les communistes, pour faire court, ça l'a traumatisé aussi. Et si vous voulez, d'emblée, il a compris qu'il fallait réconcilier les Russes avec leur histoire et réconcilier les Russes entre eux, parce que les risques de nouvelles guerres civiles n'étaient pas du tout anecdotiques dans cette période troublée des années 90. Ajoutez à ça une situation économique épouvantable pour les Russes. Les fonctionnaires n'étaient plus payés, l'inflation était à 3 chiffres, 4 chiffres. En 92, je crois que l'inflation était à 2500%. Enfin, on ne comprend pas très bien, nous, ce que ça veut dire. On a depuis longtemps une inflation à un chiffre, mais imaginez ce que ça... Les Russes ont survécu parce qu'ils avaient, Dieu merci, pour certains d'entre eux, des dachas avec des potagers, et ce n'est pas des fleurs d'agrément qu'ils cultivaient dans leur potager, ils cultivaient des pommes de terre pour se nourrir. Donc ces années 90 ont été difficiles pour les Russes, avec une mainmise occidentale et surtout américaine très importante sur l'économie russe. Alors il y a eu les oligarques, mais il y a eu au-delà des oligarques, il y a des choses qui sortent maintenant publiquement. Dans l'agence qui contrôlait les propriétés de l'État, il y avait une centaine de conseillers américains qui étaient là, alors pour le FMI, mais ce n'étaient pas des Russes, si vous voulez. Et donc, l'obsession de Poutine, ça a été assurer la souveraineté de la Russie à tout prix et réconcilier les Russes entre eux. Et je vais commencer par réconcilier les Russes entre eux. Si vous voulez, quand il arrive au pouvoir, donc le 31 décembre 1999, le pays est en réalité en guerre civile. La deuxième guerre de Tchétchénie a commencé. Elle a commencé en octobre 1999. Poutine a toujours dit que que des terroristes islamistes, sous couvert de demander l'indépendance de la Tchétchénie, s'étaient infiltrés dans les rangs des combattants tchétchènes et combattaient donc l'armée régulière russe. Ce n'est pas la lecture qu'on a eue majoritairement en Occident de ces événements de Tchétchénie. Alors bien sûr que cette guerre a été épouvantable. Il y a une femme qui a fait un travail extrêmement courageux et qui a payé son courage de sa vie. Cette femme, c'est une journaliste qui s'appelait Anna Politkovskaya. Vous avez entendu parler d'elle certainement, qui a écrit beaucoup de choses sur les exactions commises en Tchétchénie, y compris par l'armée régulière russe. C'est vrai, on ne fait pas une guerre en gants blancs.
Et Anna Politkovskaya a été assassinée le jour de l'anniversaire de Poutine, c'est-à-dire le 7 octobre 2006, en bas de chez elle. De là à voir la main du Kremlin, certains l'ont vu très rapidement. Moi, ça me paraît une lecture des événements insensée. Mais cette guerre de Tchétchénie, il faut comprendre qu'au-delà de la Tchétchénie, il y a le Caucase du Nord, et le Caucase du Nord est pour Poutine, avec une autre région dont je parlerai à l'instant, les deux régions prioritaires que Poutine devait rattacher à la Russie, ou en tous les cas ne pas se faire prendre par des puissances étrangères. Toujours l'obsession de la souveraineté. Alors pour ce qui est de la Tchétchénie, je voudrais juste vous lire ce que Poutine écrit dans le premier ouvrage où il parle à la première personne. Ça s'appelle d'ailleurs première personne, mais c'est un jeu de mots en russe parce que la первое лицо, c'est en fait le président, c'est la personne la plus importante dans un pays. Et il écrit ceci, le livre est paru juste avant l'élection de mars 2000, qui est la première élection à laquelle il a été élu, pour en réalité le faire connaître, et ce sont des entretiens de Poutine avec 3 journalistes. Et voilà ce qu'il écrit. Quelle est la réalité de la situation dans le Nord-Caucase et en Tchétchénie ? C'est la continuation de l'effondrement de l'URSS. Il est clair que cela doit cesser. Oui, à un moment j'ai espéré qu'avec la croissance économique et le développement d'institutions démocratiques, ce processus allait ralentir. Mais la vie et l'expérience ont montré que ça n'était pas arrivé. Si nous n'entreprenions pas rapidement quelque chose pour y mettre un terme, la Russie en tant qu'État, dans sa forme actuelle, allait disparaître. L'enjeu, c'était comment arrêter la désintégration de l'État. J'avais conscience que cela pouvait me coûter ma carrière politique. C'était un coût minime que j'étais prêt à payer. Je n'avais que quelques mois pour consolider les forces armées, le MVD qui est le ministère de l'Intérieur, le FSB, et trouver un soutien populaire. J'étais conscient que si nous n'arrêtions pas tout de suite les extrémistes, alors en un rien de temps, nous aurions eu à faire face à une deuxième Yougoslavie, à travers tout le territoire de la Fédération de Russie, la yougoslavisation de la Russie. Et ça, c'est l'obsession de Poutine. Il voulait à tout prix éviter ceci. Une vision de la Russie qu'on n'a pas avec un regard occidental, c'est précisément, et c'était le cas de la Yougoslavie, c'est précisément cette extraordinaire mosaïque de peuples, de cultures et de confessions. Parce qu'au-delà de la Tchétchénie, il y avait évidemment la question du Nord-Caucase et de l'islam. Alors l'islam, il faut savoir que l'islam est très présent numériquement en Russie. Moi j'ai eu l'occasion de m'entretenir sur ces questions-là avec un homme du Kremlin. Pour les Russes, vous trouverez des chiffres différents, mais pour les Russes, il y a 25 millions de musulmans en Russie. Ça veut dire 15% de la population. Mais si vous voulez, l'islam ne pose pas le moindre problème au sein de cette fédération. Les Russes musulmans, si je puis m'exprimer ainsi, sont d'abord russes et ensuite musulmans, si vous voulez, comme ils sont d'abord russes et ensuite orthodoxes. Il y a une hiérarchie ou des identités qui est très claire en Russie. Et il y a ici une subtilité de la langue russe. Je reviens souvent là-dessus, mais si on ne comprend pas ça, on passe à côté du sujet. En russe, contrairement à nos langues européennes, il y a 2 mots en russe pour dire russe. Vous avez russe, ruski au sens blanc orthodoxe, au sens ethnique, pour faire vite, et vous avez rassiski, je prends les adjectifs, qui veut dire se rapportant à la Fédération de Russie. Eh bien, des Tchétchènes, des Ingouches, des Tatars, des Kalmouks, et des Moscovites et des Pétersbourgeois sont rassiski, tous, Rossiani, en l'occurrence pour le nom commun. Et ça, c'est très très important de comprendre que ce qui soude ces gens entre eux, si différents soient-ils, c'est précisément l'appartenance à une même communauté de destin, à un même pays, le patriotisme évidemment, et d'où l'importance aussi d'entretenir ce souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils étaient tous ensemble. Souvent, au moment du 9 mai, donc quelques semaines avant, vous avez des affiches qui fleurissent dans tous les coins du pays, avec des photographies d'époque, donc des années 40, enfin 45 en l'occurrence, et des défilés d'aujourd'hui où vous avez des slogans qui disent « Nous avons vaincu parce que nous étions ensemble ». Et vous avez souvent des gens du Caucase dans leur tenue traditionnelle pour ce qui est des photos actuelles,
et des gens d'Extrême-Orient, très souvent, dans leur tenue traditionnelle. Et il faut savoir que Poutine encourage beaucoup le retour aux cultures traditionnelles, aux petites patries. Comme si nous encouragions beaucoup la transmission et la culture des traditions auvergnates, bretonnes, corses, alsaciennes, etc. À tel point que les langues régionales, c'est pas vraiment un sujet, enfin c'est pas un problème en Russie, elles sont encouragées. Et je vous invite à regarder, pour prouver que je vous raconte pas des histoires à dormir debout, je vous invite à regarder tout simplement une compétition qui va avoir lieu au mois d'août 2019. Cette compétition, ça s'appelle World Skills. Alors c'est très intéressant. World Skills, si vous voulez, c'est un peu les Olympiades des métiers. On peut traduire ça comme ça en français. Et les Olympiades des métiers, donc si vous voulez, c'est l'excellence dans les domaines manuels. C'est réservé, je crois, aux moins de 23 ans. C'est une compétition qui a lieu tous les ans dans différents pays du monde. Les Russes ont intégré cette compétition il n'y a pas beaucoup de temps. Et ils ont remporté, face aux Français d'ailleurs, les Français et les Belges ont perdu, les Russes ont gagné, pour organiser cette compétition en 2019. Cette compétition va avoir lieu à Kazan. Kazan, c'est la capitale du Tatarstan. Le Tatarstan, c'est une des républiques où l'islam est implanté depuis fort longtemps. Vous avez à Kazan une magnifique mosquée à côté d'une magnifique cathédrale. Eh bien, si vous allez sur le site de World Skills 2019, vous verrez que le site est trilingue. Il est en russe, il est en anglais et il est en tatar. Le tatar s'écrit en lettres cyrilliques. Moi qui comprends le russe, je ne comprends absolument pas ce qui est écrit en tatar. Mais à la face du monde, Poutine met les trois langues et la langue nationale du Tatarstan est à égale dignité, si je puis dire, que le russe et l'anglais. Et ça, c'est très, très important de comprendre que, loin de vouloir uniformiser le pays, ce pays immense, qui fait, je vous rappelle, 10 000 km d'est en ouest, 147 millions d'habitants, 11 fuseaux horaires. On n'a pas idée de l'immensité qu'il y a sous ce ciel-là. Et il y a quelque chose, comme les spécialistes disent, entre 160 et 190 ethnies. Donc une diversité extraordinaire. Et qu'est-ce qui fait que tout tient ensemble ? Eh bien, c'est précisément le ciment du patriotisme. Le patriotisme qui n'a rien d'artificiel en Russie, qui est profondément ancré par évidemment l'éducation que reçoivent les enfants à l'école, par toute une ambiance patriotique, si vous voulez, qui est naturelle chez les Russes. Mais il faut, et Poutine en joue bien sûr et le met à l'honneur, mais il faut comprendre ce qu'il entend par patriotisme. Et dans le premier texte qu'il a signé à la première personne, la veille de devenir président, il savait qu'il serait président, c'est un texte qui date du 30 décembre 1999, c'est un texte très intéressant qui s'appelle « La Russie au tournant du millénaire ». Alors j'en cite quelques extraits dans le livre. Il explique ce qu'il entend par patriotisme. Il dit le patriotisme, il essaye en 3 pages d'expliquer où en est la Russie, économiquement, moralement, et où la Russie devrait aller, parce que la question où va la Russie, il se l'est posée avant d'arriver au Kremlin. Et il dit l'un des socles de l'idée russe qui doit nous guider, c'est évidemment le patriotisme. Mais le patriotisme, dit-il, je sais qu'il peut être connoté négativement. Seulement, si le patriotisme est dénué de toute vision impérialiste, comment peut-on avoir une vision négative du patriotisme ? C'est simplement essayer de donner le meilleur de soi-même à son pays. Il le dit, il développe un peu, mais l'idée directrice, c'est ça. Et le patriotisme, il faut savoir que le mot de patrie en russe s'écrit avec une majuscule. Vous avez 2 mots en russe pour dire patrie, vous avez rodina et отечество, un mot féminin qui est de la même racine que nation, si vous voulez, et la mère patrie, en fait, c'est pas la mère patrie, c'est la mère nation pour les Russes, c'est Mati Rodina. Et dans ce fameux cimetière de Piskarevsk à Leningrad-Saint-Pétersbourg, vous avez une statue gigantesque qui fait 6 mètres de haut de la mère patrie qui pleure ses morts. Et vous avez Отечество qui est plutôt la patrie, c'est sur la racine du mot père, et qui est plutôt l'idée de défendre la terre de ses pères. Eh bien, ces 2 mots-là, quand vous les trouvez écrits en russe, vous les trouverez toujours avec une majuscule. Et la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs, les Russes l'appellent la Grande Guerre patriotique.
Великая Отечественная война, vous avez à grande et à patriotique une majuscule en russe. Le mot de guerre s'écrit avec une minuscule en l'occurrence. Et Poutine, lorsque le patriotisme, il en parle dans tous ses discours évidemment, et lorsque on l'interroge sur ce qu'il a appris au KGB, notamment lorsque des journalistes étrangers l'interrogent sur ce qu'il a appris au KGB, parce que son passage par le KGB évidemment fait toujours un peu peur, il dit deux choses intéressantes. Il dit la première chose que j'ai apprise, c'est savoir que l'interlocuteur que j'ai, quel qu'il soit, est d'une certaine façon plus intelligent que moi, et que moi j'ai des choses à apprendre de lui. Et Poutine, alors c'est pas l'image qu'on en a ici, mais il est toujours en position d'écoute. Et il se trouve que j'ai été invitée au mois d'octobre dernier au Club Valdai, qui est, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez que je vous en dise un peu plus. Et donc Poutine était là le dernier jour, tout ça est filmé, hein, tout ça vous le trouvez sur internet et vous le trouvez traduit en anglais en l'occurrence. Le dialogue a duré 2 heures entre les invités du Club Valdai et lui. Et il dit je vous remercie parce que même la manière dont vous posez les questions, pour moi c'est important. Donc si vous voulez cette idée de toujours apprendre de son interlocuteur quel qu'il soit, ça c'est quelque chose, c'est une constante de Poutine. Il dit mais le plus important de ce que j'ai appris au KGB, c'est l'amour et le service de la patrie. Et il dit bien le mot de patrie. Donc si vous voulez, quels que soient les Russes, dans leur diversité sociale, géographique, ethnique, confessionnelle, ce qui les soude entre eux, c'est ce patriotisme. Et ça, c'est vraiment le fil directeur de l'action de Poutine depuis le début et ce qui fait qu'il voit loin. Alors, donc je vous dis, maintenant sur le plan intérieur, sur le plan de la scène internationale, moi en travaillant sur le sujet, je suis encore une fois partie d'une feuille blanche. Et ce qui m'a frappé lorsque j'ai essayé de mettre noir sur blanc ce qu'il avait fait à l'intérieur et ce qu'il avait fait à l'extérieur, c'est de voir à quel point finalement, les deux feuilles pouvaient se superposer l'une sur l'autre. C'est-à-dire que sa politique extérieure obéit en fait à des impératifs de politique intérieure. Et les deux régions prioritaires qu'il traite en politique intérieure, le Nord-Caucase et l'Extrême-Orient, vous les retrouvez avec sa politique arabo-musulmane envers le Proche et Moyen-Orient, et sa politique envers le monde asiatique. Alors je vous ai dit rapidement, donc, son souci ça a été d'éviter la yougoslavisation du pays, et donc d'éviter l'effondrement de cette jeune fédération de Russie, et de souder ce territoire immense avec une action forte en Tchétchénie. Mais en Tchétchénie, encore une fois, dans son esprit, il ne fallait pas laisser filer la Tchétchénie en dehors de la Fédération de Russie, parce que sinon c'était un embryon d'État islamique qui pouvait se construire là. Et vous savez, j'ai retrouvé une tribune que je ne connaissais pas, hein, ça c'est en travaillant que je suis tombée sur ce texte, une tribune de Poutine dans le New York Times qui date de novembre 1999, vous trouvez ça sur internet, moi j'en ai traduit les extraits principaux, où il dit que si la Tchétchénie avait conquis son indépendance, c'était une indépendance, ça aurait été un leurre complet, on aurait vu là un embryon de république islamique. Il le dit en novembre 1999. Et quand on voit la manière dont les événements se sont déroulés, c'est difficile de ne pas lui donner raison, évidemment, a posteriori. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'un opposant notoire à Poutine, parce que j'ai beaucoup regardé évidemment la manière dont ses opposants ce qu'ils lui reprochent tout au long de ces 18 années, eh bien un opposant notoire qui était un oligarque, qu'il a mis au frais en 2013 et qu'il a sorti de prison en 2013, qui est Khodorkovsky, qui aujourd'hui vit entre la Suisse et Londres et critique vertement Poutine. Il a créé une structure qui est intéressante, qui s'appelle Open Russia, la Russie ouverte. Eh bien, dans ses interviews qu'il donne depuis sa sortie de prison, il dit sur la Tchétchénie, Poutine a eu parfaitement raison. Si j'avais été à sa place, j'aurais essayé de faire comme lui, parce que si on laissait filer la Tchétchénie, c'était des dizaines de millions de morts à moyen terme. C'est-à-dire que lui voyait un embrasement de toute cette région par le Nord-Caucase.
Donc le Nord-Caucase est une région prioritaire, et l'autre région prioritaire, c'est évidemment l'Extrême-Orient. D'ailleurs, vous avez, au sein des ministères que Poutine a redéfinis en arrivant en 2000, vous avez 2 ministères qui ont été créés, le ministère du Nord-Caucase, le ministère pour les affaires du Nord-Caucase, et le ministère du développement de l'Extrême-Orient, avec des gens très solides pour les deux ministères. Celui d'Extrême-Orient, je vous dis peut-être une bêtise, je crois qu'il a été créé en 2012, si je ne m'abuse, mais c'est là, je n'ai pas vérifié. En tout cas, le titulaire du poste vient de changer. L'Extrême-Orient, pourquoi ? Parce que, quand je vous ai dit 147 millions d'habitants, il y a en réalité un déséquilibre très important entre la partie européenne et la partie asiatique. L'essentiel de la population russe est concentré dans la partie européenne. La partie asiatique, bon, vous avez parlé du climat tout à l'heure, ce n'est pas un scoop que de vous dire qu'en ce moment il fait une température négative à 2 chiffres. Et elle dure longtemps, il y a beaucoup de neige et c'est dur ce climat-là. Sauf que c'est là que sont les plus grandes richesses naturelles du pays. Et donc, ces territoires qui ont été conquis tout au long du 19e, vous connaissez tous Michel Strogoff, qui ont été conquis à qui ? Conquis à la Chine. Les Chinois étaient, il n'y a pas si longtemps, au bord du lac Baïkal. Et les Chinois appellent toujours ces territoires les territoires du Nord. Et les Chinois, comme vous le savez, sont nombreux. Le long de la frontière entre la Russie et la Chine, vous avez 4000 km de frontière. C'est la frontière terrestre la plus importante de la Russie. Vous avez une densité de 1 habitant kilomètre carré côté russe, et vous avez une densité de 100 habitants kilomètre carré côté chinois. Évidemment, il y a une pression démographique très forte de la Chine. Donc, ce que Poutine essaye de faire, et il le fait de manière très intéressante, c'est de développer une région très inhospitalière, mais bourrée de richesses, qu'il ne peut pas laisser filer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, il a créé ce ministère du développement d'Extrême-Orient. Vous avez peut-être vu passer cette idée qui peut paraître un peu saugrenue de donner 1 hectare de terre à chaque Russe qui en ferait la demande. Alors au départ, ça a été réservé, il a commencé ça en 2014-2015, ça a été réservé aux habitants de l'Extrême-Orient. Et puis, une fois qu'ils ont été servis, ça a été élargi à tous les habitants de la Fédération de Russie, pour peu qu'ils aient un passeport russe. Même des Français, des Russes de France peuvent aller non pas acquérir, c'est gratuit, hein, mais à condition quand même qu'il y ait un projet de développement. Il y a toute une infrastructure qui a été mise en place pour donner des idées de développement, comment cultiver son lopin de terre de manière très, très pragmatique. Donc ça, c'est pour le grand public, j'allais dire. Et puis, il a créé économiquement des conditions intéressantes pour des investisseurs. Vous avez entendu sans doute parler du Forum économique de Saint-Pétersbourg, qui est le grand rendez-vous maintenant, qui est un peu le Davos russe à Saint-Pétersbourg, où le président Macron est allé au mois de mai dernier. Eh bien, ce Forum économique a depuis 2012 un pendant à Vladivostok. C'était la 4e édition en septembre dernier, donc c'est un forum qui a lieu au mois de mai. Et cette année-ci, c'était très impressionnant de voir Poutine sur la tribune, au milieu. C'était le seul non-asiatique de la tribune. Vous aviez le président chinois, le premier ministre japonais, le président de Mongolie et le président, je crois, de Corée du Sud. Donc vous aviez l'ensemble des puissances asiatiques qui étaient réunies autour de Poutine. Et un des résultats tangibles de cette politique, c'est qu'on voit que la population qui s'est considérablement vidée, je crois que le pire c'était le Kamtchatka qui depuis 2000 a perdu 70% de ses habitants, et bien dans cette région, encore une fois inhospitalière, pour la première fois l'année dernière, le nombre de naissances a dépassé le nombre des décès. Et petit à petit, alors c'est une politique au long cours évidemment, il arrive à stabiliser la population, à faire venir, alors avec évidemment beaucoup de choses attractives, dans cette région-là. Et pour les investisseurs étrangers, je vous le dis si ça vous intéresse, vous pouvez acquérir la nationalité russe à condition d'investir au moins 10 millions d'euros dans des projets industriels. Voilà. La nationalité russe ne s'acquiert pas pour rien, pas pour des kopecks, maintenant c'est 10 millions d'euros. Donc si vous voulez, il a une... mais l'investissement arrive, Si vous voulez, il y a un dynamisme formidable en Asie du Sud-Est, et Poutine, qui est un bon judoka, essaye de capter dans ses voiles le dynamisme de cette région. Donc, géographiquement, il faut bien avoir à l'esprit que les 2 régions prioritaires, c'est celles-ci, elles ont des ministères dédiés, et c'est toujours le souci d'avoir une cohésion
territoriale et nationale au sein du pays.